Bienvenue à cette deuxième vidéo de la chaîne des clés pour le climat, où on va se demander ce qu'on peut faire d'efficace pour lutter contre le réchauffement climatique, à titre individuel. Alors, je dis efficace parce que je suppose que vous êtes bombardé de conseils divers. Certains sont du pur greenwashing, d'autres sont complètement anecdotiques, juste à vous donner éventuellement bonne conscience. Mais si on cherche l'efficacité, il faut aller voir ailleurs. Hein. C'est comme si on veut chercher à perdre du poids, on peut se couper les ongles, hein, on va perdre du poids, c'est clair. De là à ce que ce soit efficace, pas tout à fait. Donc il va falloir faire des efforts. Quels efforts pouvons-nous faire chacun d'entre nous? Quels efforts vous pouvez faire? Je ne sais pas, je ne vous connais pas. Mais je vais essayer de vous dire où sont les grosses marges de progression, où sont les endroits où il y a vraiment des choses à faire. Alors, en ce moment, on entend beaucoup des gens dire qu'il faudrait un homme politique qui ait le courage de dire que ça va être difficile. Et on cite souvent Churchill en disant que Churchill n'avait promis aux Anglais, pour lutter contre l'Allemagne nazie, que du sang et des larmes. Alors, en fait, il n'avait pas dit exactement ça. Je regarde mes pompes. Il avait dit « Je n'ai à offrir que du sang, du labeur, des larmes et de la sueur ». Et contre le réchauffement climatique, en fait, le sang, il n'y a pas vraiment besoin. Par contre, du labeur et de la sueur, là, clairement, il y a matière. Et puis, des larmes aussi, un peu, parce que, eh ben, il va falloir dire au revoir à deux, trois choses. Il y a des plages de sable, là, autour de la France, qui vont disparaître. Ça, c'est plié. La neige, dans pas mal de stations de ski aussi, ça va devenir assez exceptionnel, etc., etc. Mais globalement, l'effort il sera quand même beaucoup moins violent que de se prendre une guerre mondiale sur le territoire national. Par contre, ça va durer beaucoup plus longtemps. L'objectif, c'est la neutralité à 30 ans, donc 30 ans d'effort. Alors, pour arrêter le réchauffement climatique, il faut, au niveau mondial, diviser nos émissions de gaz à effet de serre par 3. Côté français, il faut diviser par 6 globalement, parce qu'en moyenne, on émet 2 fois plus que la moyenne mondiale. Attention, quand je dis arrêter le réchauffement, c'est-à-dire que quand on sera à la neutralité, la température arrêtera de monter. Ça ne veut pas dire qu'elle redescendra. D'accord? Donc ça, il faut bien comprendre que la neutralité carbone, il va falloir y arriver. Sans quoi, eh ben, ça n'a pas de fin. Alors, est-ce qu'on le fait de notre vivant? Est-ce qu'on laisse ça à nos enfants? Et si on laisse ça à nos enfants, dans quel état on laisse la température? Voilà, ça c'est un débat un peu plus général. Donc, il faut qu'on divise nos émissions par 6. Par 6, c'est un peu un challenge. Hein. Vous prenez vos revenus, vous divisez par 6. Ouais, ok. Prenez votre logement, vous divisez la surface par 6. Ça va faire petit. Alors en fait, globalement, la bonne nouvelle, c'est qu'on ne va pas faire comme ça. Mais il va quand même falloir faire des trucs. Donc, en France, on émet globalement 12 tonnes par habitant par an de gaz à effet de serre, équivalent CO2, tout ça. Hein. Et on va regarder d'où ça vient. Donc, voilà le classement. Donc, le gros poste, d'accord, c'est quoi? C'est les transports. Et dans les transports, le gros truc, bah, c'est nos voitures. Alors, il n'y a pas que ça, on voit au début, on a les trains, les bus. Bon, on va pas trop en parler, le fret aussi, tout ça, c'est quand même pas le cœur du problème, même si chaque fois qu'on peut faire des progrès quelque part, c'est bien. Il y a l'aviation. Alors sur l'aviation, je vais très peu en parler parce que bah, j'ai un conflit d'intérêts. Voilà, je ne vais pas vous détailler ma vie, mais globalement, je ne suis pas complètement neutre sur le sujet, donc laissons passer. Je vais juste donner des infos assez connues, basiques, qui sont qu'actuellement, un avion moderne, par passager, émet autant par kilomètre que si ce passager était au volant, tout seul au volant d'une voiture qui faisait une fois et demie la même distance. D'accord? Donc un avion qui ferait Paris-Berlin avec 100 passagers à bord, c'est à peu près la même chose en gaz à effet de serre que s'il y avait 150 voitures ou qui faisaient le même trajet.
Voilà. Alors bien sûr, il y a plein de gens qui travaillent, plein de gens super intelligents, vachement, voilà, qui travaillent à réduire cet impact. Est-ce que toutes les promesses seront tenues, tout ça? Voilà, je vous dis, j'ai un conflit d'intérêt, je ne vais pas m'engager sur ça. Mais le gros poste, c'est nos voitures. Voilà. Alors, est-ce qu'on peut diviser par 6? Alors, actuellement, la réponse de l'industrie automobile, c'est la voiture électrique. La voiture électrique, grosso modo, après des études faites par l'ADEME, par exemple, c'est confirmé à peu près, ça émet sur l'ensemble du cycle de vie à peu près 2 fois moins de gaz à effet de serre qu'une voiture thermique, hein, à un modèle équivalent, bien sûr. 2 fois moins, c'est pas mal, mais on n'a pas divisé par 6. Si on veut diviser par 6, il faut regagner un facteur 3. Alors, comment pas faire? Avant de se poser la question de faire encore mieux, se pose déjà la question, est-ce qu'on peut passer électrique? Passer électrique, c'est un effort. C'est un effort financier déjà, parce que même si globalement une voiture électrique, ça coûte moins à l'entretien, le carburant coûte vraiment moins cher, l'entretien un peu moins, ça coûte quand même à l'achat. Hein, tout le monde n'a pas les moyens de sortir ce surplus. Mais bon, prenons déjà que ce soit possible. Qu'est-ce qu'on a comme autre marge de progrès pour gagner ces trucs? Alors, une première marge de progrès qui est assez importante, il faut comprendre, c'est le poids de nos voitures. Une 2 chevaux, hein, pour les gens qui ont mon âge, voire l'âge de mes parents, ou une amie de Citroën, là, pour faire de la pub gratuite, ça pèse à peu près 500 kg. Une Clio, hein, un truc, voilà, ça va peser à peu près 1000 kg, une tonne. Une Renault Espace, 1700, et une Porsche Cayenne, 2000. Voilà. Et notre Porsche Cayenne, version thermique, elle va dégager 3 fois plus de gaz à effet de serre par kilomètre qu'une Clio. Après, on n'a pas le même confort dans une Ami et dans une Porsche Cayenne. Enfin, pour une Porsche Cayenne, j'imagine, je ne suis jamais monté, mais enfin, je suppose quand même que si j'en achète ça, c'est bien temps. Est-ce que c'est un effort qu'on peut faire d'avoir une voiture moins confortable? Pour quel trajet aussi, hein? Mais si je repense à l'Ami, c'est parce qu'une connaissance à moi me disait mais c'est pas une voiture ça, c'est une caisse à savon. Et là j'ai réalisé que l'effort il n'était pas que technique, que du confort, il est aussi social. Pourquoi est-ce que si je vais à pied jusqu'à mon boulot ou en métro, c'est pas ridicule, et si je prends une Ami, c'est ridicule? Voilà, hein, le ridicule. Je peux vous dire que le ridicule ne tue pas parce que sinon j'aurais jamais passé l'adolescence, mais le ridicule ça reste pas sympa. Alors on peut aussi gagner un peu en roulant moins vite, hein, rouler à 110 au lieu de 130, hein, il y a eu une polémique il y a quelques années, quelques mois sur le sujet. Voilà, bah oui, mais ça permet aussi de gagner un peu. Bon, si on fait voiture électrique, voiture plus légère, on roule un peu moins vite, on peut gagner un facteur 2, peut-être un facteur 3. On n'est toujours pas à 6. Alors comment on fait pour aller à 6? Ben, pas de réponse unique. Ça va dépendre du type de transport dont on parle. Donc on peut se dire qu'il y a à peu près 3 grands types de trajets. Il y a les trajets du quotidien en semaine. Aller au boulot, déposer les enfants, ceux qui ont les enfants, faire les courses, aller chez le médecin, enfin, un truc comme ça. Des trajets loisirs. Aller faire du sport, aller faire un barbecue chez des amis, voilà. Et puis les trajets vacances. Pour les trajets quotidiens, bah, ça va beaucoup dépendre de où on habite et où est-ce qu'on va, hein. Pour certains, ça pourrait être le vélo, la trottinette, hein, prendre les transports en commun, parce que tout à coup on découvre qu'il y a des transports en commun. Type de trajet urbain, tout ça, ok, entre 1 et 10 km. Alors après, côté vélo, il y a des gens qui disent ah oui, mais comment je fais s'il pleut? Ou comment je fais pour transporter les enfants, justement? Bon, ok. Alors pour d'autres, ça sera plutôt le covoiturage. Attention, si on veut diviser par 3
le nombre de kilomètres parcourus, ça veut dire qu'on est 3 dans la voiture, systématiquement, quand on va au boulot, hein, pour que la voiture aille au boulot. Pas 2. 2, on n'est pas encore à l'effort. Voilà. Et on le fait tout le temps, on ne le fait pas de temps en temps. Le télétravail, ça permet de gagner un peu aussi, mais supposons que vous bossez 5 jours par semaine. Hein. Si vous faites du télétravail un jour, ben on n'a pas divisé à 5 jours. 5 jours. Ah, 5 jours. Si on a un jour par semaine, ben on n'a pas divisé par 3, hein, ni par 2. Pour diviser par 3 ou 2, il faut 3 jours ou 4 jours de télétravail. D'accord ? Et puis, pour le télétravail, il faut faire attention de ne pas se dire « Ah, bah, puisque je télétravaille, j'habite 2 fois plus loin. » Parce que bah, si j'habite 2 fois plus loin, même si j'y vais 2 fois moins souvent, bah, il n'y a pas de cas. En tout cas, vous habitez 2 fois plus loin parce que c'est mieux, mais pas pour économiser des gaz à effet de serre. Pour les trajets des vacances, le train. Alors le train, c'est vraiment très 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 efficace, hein, en termes de gaz à effet de serre. Mais il y a une fois sur place. Qu'est-ce que je fais une fois sur place? Est-ce que je loue une voiture? Alors la location de voiture, c'est étonnamment cher. Hein, enfin, il y a sûrement des raisons pour ça. Alors je peux louer des vélos sur place. Alors là, très très étonnamment, les locations de vélos, ça c'est très cher. Je reste étonné. Il y a aussi sûrement des raisons. Où je prends les transports en commun. On va dire, ah ouais, mais je pars pas en vacances pour attendre le bus, quoi, pour passer mes vacances à attendre le bus avec mon panier et mes gamins. Enfin, ouais, ouais, ok. À chacun de voir les efforts qu'il peut faire. Sur le vélo au quotidien, par exemple, j'entendais quelqu'un me dire, attends, mais je vais pas prendre mon vélo, je vais mettre 20 minutes de plus que si je prends ma voiture. Puis en plus, après, faut que je me change. C'est vrai que c'est pénible. De l'autre côté, j'ai un collègue au boulot. Là, j'ai un boulot avec des collègues. Avec les embouteillages, d'année en année, il est parti de plus en plus tôt. Donc là, actuellement, il faut qu'il parte avant 7 h le matin. Et puis il fait du sport entre midi et 2 et il embarque de quoi se changer. Donc pourquoi est-ce que l'effort que tout le monde trouve normal à cause des embouteillages et du sport entre midi et 2, ça serait pas normal si c'est pour faire du vélo? Voilà. Hein. Après, tout le monde ne va pas faire du vélo. Hein. Ma mère, je suis une mère, voilà. Vous voyez, j'ai les cheveux blancs là, voilà, donc elle est un peu plus âgée que moi. Je lui déconseille de prendre son vélo en ville. Hein. D'ailleurs, elle ne le prend pas trop. Autrement, quand il fait beau et qu'il n'y a pas de monde. Voilà, chacun ses solutions. Côté transport, j'entendais une fois un gars dire pour les vacances, ouais mais moi avec le boulot que j'ai, la pression que j'ai au travail, si j'ai pas mes 3 semaines au soleil, je peux pas. Peut-être, je connais pas son boulot, je sais pas de quel soleil il a besoin. Voilà. Est-ce que c'est un soleil qui est genre juste sur la côte française? Est-ce que c'est un soleil qui est beaucoup beaucoup plus loin? Voilà. Alors, j'ai gardé sur les transports le plus dur pour la fin. Le plus dur, c'est que c'est nos grandes décisions qui ont des grands impacts. Si j'habite à 20 km de mon boulot ou de l'école des enfants, à 40 semaines par an, eh ben, je génère 8000 km de trajet par an. Voilà. En voiture thermique, 8000 km, c'est quasiment la moitié du budget global des 2 tonnes qu'on veut atteindre. Donc, ça fait... Alors certains disent ouais mais moi j'ai pas le choix. Ah, peut-être, hein. Il y a peut-être des cas où les gens n'ont pas le choix. Et il y en a d'autres qui disent non mais on a toujours le choix, on est responsable. Est-ce que vous avez le choix? Moi je sais pas, je fais pas ces vidéos pour savoir si vous avez le choix. Moi je fais ces vidéos pour dire voilà, où sont les enjeux, après quels sont les efforts que chacun d'entre nous peut faire. Voilà. Hein. Ce qui est important, c'est quand même de savoir où sont les vrais gains et où sont les vraies dépenses de CO2. Le second grand poste, c'est le bâtiment.
La bonne nouvelle sur le bâtiment, c'est que le problème n'est que financier. On sait faire du béton qui, à la construction, à la fabrication du béton, émet 2 fois moins de gaz à effet de serre. On sait isoler les maisons, on sait faire des bâtiments dits à énergie positive, même si le terme est peut-être un peu survendu, mais globalement, on sait faire. Hein, réduire par 6, c'est pas là qu'est la problématique technique. Et en plus, vivre dans un bâtiment qui est bien isolé, bah, c'est plus agréable. Voilà. Donc on n'est pas du tout sur le problème du transport, où on avait vraiment des efforts de type de vie à faire. Sur le bâtiment, ça n'est que financier. Alors, dès qu'on parle argent et effort financier, toujours quelqu'un dit, oui, mais est-ce que c'est rentable? Alors, là, je vais vous dire, c'est pas exactement pour ça que je fais ces vidéos. Ma question, je fais ces vidéos pour vous faire gagner de l'argent. Si vous gagnez de l'argent, c'est bien. La question, c'est, est-ce que on peut gagner cette bataille de la neutralité carbone? Voilà. Donc la rentabilité, c'est pas mon objectif. Ceci dit, c'est souvent rentable. Et puis quand on parle de rentabilité, il faut se poser la question du prix de l'énergie à 15 ou 30 ans. Là, si j'ai bien suivi, je fais cette vidéo, on est fin 2021, le gaz a pris 30% en 3 ans. Ma mère, quand elle a fait les travaux d'isolation chez elle, on lui a fait des projections de rentabilité avec une augmentation du prix du gaz à 3%. 3% par an, 30% en 3 ans, voilà. Je ne suis pas futurologue, hein. Peut-être que le gaz a baissé, mais j'ai quand même l'impression que ça va pas redescendre tant que ça. Alors, quel effort on peut faire? Bah, isoler nos maisons. Alors, combien ça coûte? Bah, ça, c'est le premier effort à faire. Le premier effort à faire, c'est de se poser la question, combien ça coûte de faire rénover et isoler mon logement? Sachant que c'est vraiment plus rentable de tout faire d'un coup. Alors, pour ça, eh ben, l'effort, c'est contacter, par exemple, une agence régionale. Enfin, il y a plein d'associations qui peuvent vous aider à faire ce genre de choses, et qui vous feront une estimation à la louche des travaux, de type de travaux. Voilà, et ensuite, c'est à vous de prendre votre papier, une feuille de papier, un crayon, et de voir si ça entre dans vos capacités budgétaires. Alors après, oui, c'est compliqué. Ça va vous demander pas mal d'heures, parce qu'il y a un maquis d'aide. C'est pas simple, les aides. Il y a des raisons pour ça, mais enfin, j'ai aidé ma mère là-dedans. C'est pas complètement simple. En plus, elle, c'est plutôt un chantier facile. Les solutions techniques, pareil, il y en a plein. Là, c'est vraiment des heures de vidéo pour le faire. Donc, ça va vous prendre du temps. Est-ce que l'enjeu en vaut leur chandelle? Est-ce que l'effort, les heures que vous avez passées, sont à la hauteur de l'enjeu du réchauffement climatique? Voilà. Et si vous êtes locataire? Bah, si vous êtes locataire, rien ne vous empêche de demander à votre propriétaire. De lui écrire. Vous allez dire, ah, ça sert à rien, c'est un con. Vous pouvez lui écrire, ça ne vous coûte pas non plus grand-chose. Qu'est-ce que vous risquez? Un refus, ou qu'il accepte. Et s'il accepte, qu'est-ce que vous risquez? Bah, d'avoir des travaux chez vous. Bah, donc de faire une isolation, en fait, et de vivre mieux après. Bon. Est-ce que c'est un effort? À vous de voir. Bon, là, j'ai été un petit peu trop bavard, donc je pense que on va arrêter là cette vidéo, le temps que je la monte, tout ça, et on fera l'autre partie des efforts dans la prochaine vidéo. Donc si vous avez apprécié, vous mettez le petit pouce, hein. Si vous voulez être notifié quand je fais des nouvelles vidéos, bah, vous vous abonnez. Si vous avez des remarques, des questions, des encouragements, des critiques, tout ça, c'est les commentaires. Et surtout, si vous pensez qu'il y a des personnes que ça peut intéresser, cette vidéo, n'hésitez pas à faire suivre l'info. Allez, à plus.